il est tiré d'un livre qui s'appelle De Gaulle, une idée de la France. Et je regrette que le film n'ait pas une idée de Gaulle. Première partie d'un diptyque sur, on va dire, le moment phare de l'histoire de la carrière du général de Gaulle, le moment où la France capitule face aux armées nazies et De Gaulle va commencer à incarner la résistance pilotée depuis Londres. Et donc, Antonin Baudry, qui était réalisateur du Chant du Loup, réalise ce diptyque qui suit comme ça, on va dire, l'ascension du général de Gaulle, qui au début du film, c'est-à-dire à la fin juste avant la capitulation, n'est qu'un colonel et en fait pas du tout un nom de premier plan, on va dire, et qui va le devenir presque par honneur pour le bien de la France. Il va comme ça décider d'incarner envers et contre tous, et il va notamment beaucoup négocier avec Winston Churchill pendant le film, voilà, incarner cette France invaincue et inspirer la résistance. Et donc le film, ce premier volet en tout cas, commence à peu près du coup en 39 ou 40 et se termine en 1942 à la bataille de Bir Hakeim en Afrique du Nord, qui a été une des premières, je suppose, victoires. Même la première bataille stratégique importante de la France libre. Ouais. Exactement. De Gaulle meurt à la fin, c'est ça. Voilà, et donc c'est une épopée bien de chez nous, portée par un casting plus gros budget de l'histoire de Pathé. Ah oui, c'est quoi, 86 millions, un truc comme ça, d'euros. Trop. Et il semblerait que le film parte mal, ou en tout cas commence oui, je crois que en dessous des espérances. C'est vrai qu'il y a des affiches partout, des bandes annonces depuis un moment. Forcément, quand tu mets 86 millions dans un projet qui va avoir du mal à se vendre à l'international, il faut que tu espères de très très bons résultats. Il semblerait que ce soit mal parti, mais est-ce pour de bonnes raisons? Enfin, sachant que de bonnes raisons, non pas que je veuille qu'un film soit un échec, mais je veux dire, qui explique. Sachant que le Astérix, le dernier Astérix avait coûté, je crois, genre 25 millions et c'était pas remboursé alors qu'il avait fait quand même pas mal d'entrées. Okay, quoi. Donc je pense que les enjeux là sont colossaux. Démesurés, ça va pas le faire. Mais il semblerait que le film en plus a été un enfer de production. Des remplacements en permanence d'équipes, etc. Peut-être que la science musicale présente dans le chat veut nous donner quelques insights de la période du mix. Sous couvert d'anonymat. En même temps... non, mais que dire? Le budget est passé dans le casting. Bah, justement, le casting, c'est vrai. On a donc Simon Abkarian qui joue le général et qui reproduit sa célèbre prosodie un petit peu comme ça hachée. Mais il y a aussi tout un tas d'acteurs un peu de premier plan du cinéma français. Benoît Magimel, Nils Schneider, Karim Leclou, Anna-Maria Bartholomei. C'est tout. Qui a décidément la carrière, en fait, probablement la plus prolifique. C'est ça, elle est dans tous les gros blockbusters. Elle a même joué avec Bong Joon-ho. C'est vrai, elle était dans Monte Cristo, qui était déjà le dernier gros film. Il y a Mathieu Kassovitz aussi, qui joue un des généraux vichistes. Et par où prendre ce film? Non, peut-être dire que il est tiré d'un livre qui s'appelle De Gaulle, une idée de la France. Et je regrette que le film n'ait pas une idée de Gaulle. C'est une très bonne façon de le dire. Non, mais en fait, disons qu'il y a un côté un petit peu roman national, je trouve, dans le film. C'est-à-dire, on va voir un petit peu étape par étape comment est-ce que De Gaulle a sauvé la France. Et le film suit vraiment ce programme scène après scène, je dirais, sans jamais essayer de le problématiser par un angle qui soit vraiment singulier. Ou qui soit une dimension qui soit vraiment portée par la mise en scène, par un regard sur cette figure qu'est De Gaulle. Parce que ce qu'on voit dans le film, en gros, c'est De Gaulle qui va comme ça s'entêter à préserver au maximum la souveraineté de la France, son indépendance. En évitant au maximum de débander. Et c'est ça, la débandade est au plus bas. Est-ce que De Gaulle est un film de gauche ou de droite? Ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment parti, à la limite. Mollement de droite, par conséquent. Ouais, peut-être que justement, on en parlera peut-être plus tard, mais vu qu'il est énormément question de la France coloniale dans la stratégie de la France libre, peut-être que le traitement dans le film de la France coloniale et de cette période-là peut être un indice pour le faire tendre légèrement de droite, mais je dirais plutôt que c'est un film qui se pense plutôt apolitique, quoi. Qui aurait tendance à essayer d'éviter au maximum des avis
C'est ça. Pour se contenter d'une sorte de suivi historique, quoi. C'est ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que donc on voit De Gaulle qui va comme ça s'entêter, prendre des décisions parfois, on pourrait dire, qui peuvent sembler orgueilleuses, puisque au début il commence un peu tout seul et il va progressivement réunir des fidèles autour de lui, etc., et étendre, on va dire, son influence réelle, mais il part vraiment de rien en se disant bah, la France est en danger et je vais devenir le visage de la France pour la sauver, quoi. Dans un geste qui peut sembler un peu mégalomane. Voilà, en fait, soit altruiste, c'est-à-dire je me mets au service d'une vision du pays, soit effectivement un peu mégalomane, penser qu'à lui seul, avec sa grande stature et son grand nez, il va redresser la France tout entière. Et je trouve que le film là-dessus, en fait, je dirais, entre guillemets, tombe dans le piège du biopic qui serait l'idée que on ne regarde l'histoire que du point de vue d'une histoire qui est déjà écrite, quoi. Et le film a comme ça un côté déjà un peu poussiéreux dans la reconstitution, etc. Mais surtout, oui, dans la photographie aussi, même si on pourrait y revenir, il y a ce côté un peu, reproduire une iconographie très figée de cette période de l'histoire. Et surtout, ça fait que toutes les actions de De Gaulle sont plus ou moins justifiées rétrospectivement, puisqu'on sait, nous, que c'est parce qu'il a tenu tête aussi que, enfin en tout cas en partie, que la France a pu se libérer du joug du Reich. Mais je trouve que c'est une dimension qui est curieusement peu problématisée dans le film, quoi. C'est-à-dire, il passe un peu pour un illuminé, mais on sent qu'au fond, il a raison, et le film ne va jamais vraiment se poser plus avant la question, alors que il y aurait, à mon avis, moyen de développer une vraie complexité. C'est-à-dire, est-ce que De Gaulle agit uniquement par conviction, presque un peu aveugle ? Est-ce que cette conviction n'est pas trop aveugle ? Est-ce qu'il ne fait pas parfois des erreurs, hein, parce qu'il y a des moments où il va presque compromettre l'appui américain en s'engageant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce qu'il le fait pas ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de calcul ? On pourrait se poser la question, hein, sans faire de Gaulle, enfin sans faire un anti-biopic de Gaulle, mais se poser la question, c'est-à-dire, est-ce que ce côté effronté va pas aussi avec l'idée de s'instaurer en avance comme le futur président, ou en tout cas, voilà, le futur sauveur de la France. D'ailleurs, il l'est déjà, dans la façon administrative dont il traite la question, il est considéré par Londres comme le représentant de la France, et presque le gouverneur de la France, donc il se pose... Même déjà dans le film, comme... Absolument, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas donc une part d'orgueil réel, même de carriérisme, hein, ce qui pourrait être une des dimensions, hein. Je ne dis pas qu'il faut que le film soit à charge contre De Gaulle. Il fera lui-même un coup d'État, d'ailleurs, donc peut-être que... Et surtout, il y a à mon avis une dimension que le film touche, enfin, aurait envie d'adresser, mais manque un peu, qui est la question du symbole, en fait. L'idée que une partie des gestes de De Gaulle serait dicté moins par un impératif matériel, c'est-à-dire c'est une bonne décision stratégique, mais plutôt par le fait que ce sont des actes qui vont inspirer autrui. Et là, le film, à mon avis, essaie un peu de faire ça avec la trajectoire d'un jeune résistant qui s'appelle Ferdinand, je crois, ou Fernand ? J'ai perdu son prénom. Fernand. Fernand, qui est donc un jeune résistant comme ça, dont on sent qu'il est inspiré par De Gaulle, même si il y a quelques moments un peu de montage croisé où on passe du visage de l'un à l'autre. Bon, ça, je trouve que c'est assez mal orchestré, tout simplement parce que je pense que c'est pas mis en scène, quoi. Enfin, disons que les effets de continuité sont pas du tout pris en charge par la mise en scène et le montage, et du coup, ça fait plus De Gaulle fait un truc, le résistant fait un truc, qu'il y a une espèce de continuité comme ça, ou d'inspiration de l'un à l'autre. Mais il y aurait cette dimension comme ça un peu symbolique, et typiquement Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il y a un moment où De Gaulle insiste contre les volontés de Churchill pour déployer la France libre à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui courrouce les Américains qui n'aiment pas du tout avoir la France à leur porte, puisque l'île est très proche des États-Unis. Et donc c'est une décision qui est très risquée, puisque si les États-Unis ne viennent pas en aide à l'Europe, ça risque d'être très compliqué pour se défaire du Reich. Mais plus tard, quelqu'un dit dans le film que, je crois que c'est Jean Moulin, parce que Jean Moulin est dans le film. Je sais plus si c'est Félix Kizil. C'est ça, je sais plus si c'est lui qui dit ça, mais en gros, quelqu'un dit que la résistance française est fidèle à De Gaulle, notamment parce qu'elle n'a pas abandonné la souveraineté, et que, en gros, ils ont l'impression qu'elle ne plie pas devant les puissances étrangères, quoi. Et donc cet acte qui peut sembler déraisonnable se justifie, mais par une portée qui est autre, qui est symbolique. Et ça, c'est un truc un peu intéressant, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il faut presque agiter l'épouvantail de la France, de la grande France, pour mobiliser les gens qui vont effectivement la sauver, quoi. Et je trouve que le film, finalement, peine à investir vraiment cette dimension qui ferait de Gaulle
moins un porte-parole que presque une légende qui se crée elle-même, quoi. Qui serait un peu la dimension à la fois la plus passionnante et la plus abrasive, c'est-à-dire quelle est la part de calcul dans tout ça, quoi. Mais d'autant plus que cette question un peu de la création d'un personnage de Gaulle, c'est pas la première fois que, évidemment, le cinéma s'y gratte. C'est quand même une figure, je pense, probablement la figure française la plus importante du XXe siècle, la plus retenue, qui remue le plus de questions, déjà grâce aux événements pendant la Seconde Guerre mondiale, puis évidemment pendant sa présidence, son coup d'État, la création de la Ve République, etc. Donc forcément, c'est une personnalité qui importe. Et manifestement, ça amène à des projets qui ont beaucoup de budget, beaucoup d'argent, et sur lesquels, en fait, il est difficile, je pense, à la fois pour les producteurs et pour les réalisateurs, de se confronter avec un peu un pas de côté ou un regard un peu plus intéressant sur le personnage, et de façon à éviter ce que le film fait, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est un peu dérouler historiquement le programme vu d'aujourd'hui, et rater un petit peu les sujets presque de personnages qui étaient intéressants. Par contre, oui, montrer que pour en finir avec les monstres, il faut du courage à prendre les armes et une sorte de il faut résister, d'honneur, c'est quoi, ça. Un truc un peu. Même si le film le fait de manière encore très abstraite, quoi, c'est-à-dire un peu comme les rayons et les ombres, mais on voit jamais vraiment les exactions du Reich. Donc on a l'impression que De Gaulle se bat pas tant au nom de je sais pas, d'un danger réel et concret, mais au nom mais plutôt lui-même, historiquement de la France qui ne saurait rester soumise très longtemps, quoi. Donc il y a ce côté il se bat pour un idéal pur, quoi, presque, pas vraiment pour des circonstances. Mais en fait, c'est là que j'ai très hâte de voir Notre Salut d'Emmanuel Mar, parce que ça a l'air d'être une approche totalement différente de la question, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, qui s'intéresse pas du tout à un grand comme De Gaulle, mais peut-être que la meilleure façon de s'approcher de figures historiques importantes comme ça, c'est justement un peu plus la quotidienneté, les sortes de mini-questions qui le meuvent au quotidien. Et en effet, j'aurais adoré que tous ces moments où en fait il semble y aller au culot, quoi. Pour citer Kassovitz, c'est un homme qui avait des couilles, et aujourd'hui il n'y a plus ça dans le monde politique aujourd'hui. Fin de citation. Donc le film aborde ça, mais sans jamais proposer par exemple ce qui se passe à l'intérieur de sa tête à ce moment-là, ou est-ce que c'est un coup de poker, est-ce qu'il y croit vraiment, est-ce que on sent qu'il est confronté à la réalité qui des fois lui met des stops grossièrement. Il y a des stratégies qui ratent, il y a des moments où personne ne vient le voir alors qu'il essaye de monter des grands projets d'envergure, etc. Mais comment lui le perçoit, comment lui l'imagine, comment lui se projette, on a l'impression, parce qu'on a un regard contemporain sur lui, que c'est un génie incompris et quelqu'un à qui personne ne fait confiance sur le moment. Churchill doute de lui, ses stratégies militaires. En fait, même le tout début du film s'ouvre sur un moment de génie stratégique de Gaulle. C'est un moment où, en plein milieu de la France occupée, il est à bord d'une sorte de petite voiture. Enfin, c'est plutôt, on va dire, les derniers feux de la guerre. Tu as raison. Il est à bord d'une voiture et va, en commandant et en dirigeant le conducteur, permettre de faire diversion pour qu'un tank ennemi puisse se faire attaquer par un de leurs propres tanks. Et donc le film pose déjà le préambule de c'est un génie, il faut l'écouter. C'est ça, il a la vision. Exactement, même si on a des doutes et qu'on comprend pas où il va, où il veut en venir, il sait exactement et précisément où il va. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est uniquement un point de vue contemporain sur le fait, et que ça aurait été génial de se poser la question de, au moment T, qu'est-ce que ça fait d'y aller comme ça, presque en fermant les yeux, avec un ruban, avec un bandeau. Mais ce qui est dommage, c'est que le film ne profite pas non plus dans sa mise en scène du regard qu'il a d'aujourd'hui sur la figure, c'est-à-dire qu'il se permet pas de l'iconiser, de le filmer un peu différemment. Et j'ai un peu envie de vous montrer, bon, c'est du Spielberg, donc c'est un peu de la triche, mais une mini-séquence. Est-ce que c'est ça ? C'est quand il sort de la voiture ? Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'on voit en dessous, ouais. Je suis pas sûr. Mais de comment est-ce que... non, c'est pas car scene. Comment... Introduction scene, ouais, je sais pas si c'est... voilà. C'est le tien. Regardez.
Regardez, qu'est-ce qui se passe quand un très bon cinéaste filme un... Bon, là, c'est un petit exemple de plan, bien sûr. Mais parce que ça, en fait, n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas de... Oui, et pour aller dans ton sens, il y a aussi l'idée que, quitte à regarder De Gaulle du point de vue... Enfin, c'est un peu ce que tu disais, mais du point de vue de la légende qu'il est aujourd'hui, là, on peut se permettre un truc qui, sinon, n'aurait pas pu marcher, c'est-à-dire qui aurait pu sembler pompier ou quoi. Mais en fait, tu le traites précisément comme... C'est ça, voilà. Regardez-moi ce plan et imaginez un truc un peu similaire. Merde, attends. Hop là. C'est l'entrée en scène d'Indiana Jones dans le quatrième volet, qui n'est pas le meilleur volet en plus, mais ce plan-là est fou. Et en fait, juste imaginer une telle... En plus, je veux dire, De Gaulle, il a son képi. Il y a vraiment moyen de... Il a sa silhouette, un peu comme Lincoln, cette grande silhouette, un peu... Hop là, les méchants russes, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Là, de dos, on le garde, on attend. Et là, on le découvre de face. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un plan, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que le film, je trouve, est dans l'ensemble... En fait, je pense, se cache derrière le côté factuel pour justifier qu'il fait pas de mise en scène, quoi. Et l'apparition de Gaulle, même si la scène, effectivement, est une bonne idée de scène, mais je trouve, en termes de... Enfin, son apparition dans le film, je la trouve un peu risible, en fait. On a des plans un peu en drone, et on se rapproche progressivement du champ de bataille, et d'un coup, on voit une voiture, cut, plan serré sur De Gaulle dans la voiture, et ensuite on ressort de la voiture, et une espèce de plan comme ça, complètement anecdotique, qui prend pas du tout le temps de le mettre en scène, quoi. Et donc, on doit un peu gober que, ah oui, c'est sûrement c'est le De Gaulle génie, mais le film nous ne le fait jamais exister par la forme, quoi. C'est qu'il est pris entre deux feux, c'est-à-dire en même temps on dirait qu'à ce moment-là précisément il veut dire c'est juste un colonel comme les autres, il n'y a pas encore de quoi l'iconiser, mais pour autant si la caméra vient s'attarder sur lui comme ça et filmer la scène comme ça, il y a quand même un regard qui est posé, juste une sorte de regard plus scénaristique que cinématographique, quoi. Heureusement qu'on a vu dans les bandes annonces qui jouait De Gaulle, parce qu'en fait tu pourrais presque ne pas savoir que c'est lui, parce qu'on l'introduit pas du tout comme la figure centrale du film. Et c'est la même chose, je trouve, quand De Gaulle réunit ses Avengers, finalement. Tout à fait. Qui sont donc tous les... Magimel, Neil Schneider, etc., qui jouent Leclerc. Et... Qui arrivent tous les trois dans le film. Enfin, je sais plus, il y a d'autres personnages à ce moment-là, mais en tout cas, les principaux lieutenants, on va dire, de De Gaulle arrivent. Vous faites quoi ? On parle de De Gaulle. De Gaulle, tout simplement. Le film. Arrive dans le film par une espèce de montage croisé, une espèce de scène de recrutement où ils vont tous passer devant lui, et il y a une espèce de montage croisé sur leurs pieds, ensuite sur eux qui rentrent dans la pièce et tout. Et en fait, il les introduit pas du tout comme des personnages, quoi. C'est-à-dire... Heureusement que c'est Magimel et Neil Schneider, parce que sinon, ce serait des anonymes vraiment purs, quoi. Et il y a un côté comme ça, je trouve très bizarre dans la manière presque un peu désinvolte dont le film introduit ces figures. Pareil, il y a quand même Jean Moulin dans le film. Heureusement qu'il a son chapeau et son écharpe caractéristique à chaque scène. Je suis Jean Moulin. Il dit Jean Moulin, bonjour. Mais c'est très bizarre. Et même... je sais pas, il y a un personnage qui est joué par Grégoire Collin, qui est quand même un acteur important du cinéma français depuis Beau Travail, etc., qui joue ce prêtre ancien officier de la marine qui rejoint De Gaulle, et ils se rencontrent dans un confessionnal, et vraiment je trouve que le traitement de ce personnage est hyper bizarre, quoi. C'est-à-dire, on le rencontre, puis on le voit en silhouette au fond d'un plan 2 fois plus tard, quoi. En gros, il arrive dans le film, on a un plan sur lui, et déjà on se dit, c'est Grégoire Collin qui joue un prêtre au hasard dans le film. À la fin de la scène, il dit « Si vous avez besoin d'un prêtre ancien, officier de la marine, comptez sur moi. » Il n'aura plus une ligne de dialogue dans le film et il devient une silhouette dans le fond, quoi. Et en fait, tous les moments un peu de, je sais pas, de dilemme, de choix sont évacués parce que on sait comment ça va se terminer, quoi. Et on a même l'impression que De Gaulle presque ne doute jamais de ce qu'il fait. Alors que ça aurait été passionnant de se dire quelqu'un qui lutte pour un idéal, mais... qui se dit des fois est-ce que ça en vaut la peine, qui hésite. Là il y a un moment un peu où presque il va se jeter à l'eau, mais c'est plus parce qu'il a subi un revers, c'est pas vraiment un moment d'hésitation où il se remet en cause, quoi. Jean Reno, c'est ça. Mais là où moi je sauve le film quand même, c'est donc sur quelques moments de scènes de bataille où en fait j'ai l'impression que là c'est Antonin Baudry est le plus inspiré. Déjà donc cette ouverture où De Gaulle guide le véhicule autour d'un tank et en fait arrive à très bien nous faire comprendre la mécanique stratégique de Gaulle purement dans presque des plans conséquentiels, c'est-à-dire la voiture part par là, donc le tank se tourne d'un tel côté, etc. Oui, il y a une vraie dramaturgie qui se met en place.
et comment est-ce que s'ouvre la bataille finale du film, qui finalement est un peu expédiée. En même temps, je comprends, elle dure 15 jours, elle est un peu dure à filmer dans une idée de quotidienneté, mais j'aime beaucoup l'aspect filmer la stratégie, encore une fois, quoi. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir presque, avec une caméra, prendre un peu de recul, un peu comme ce que Nolan avait fait avec Dunkerque, quoi, se dire, ok, on essaie de regarder la bataille avec un regard un peu plus haut, et on va étudier la stratégie, c'est-à-dire les lignes de démarcation sont dessinées comme ça, les mines sont disposées comme ça, donc dans un premier temps on se repose sur les mines, ensuite il faut reculer, deuxième temps on se base sur telle force, etc. Et comme ça on comprend en fait vraiment le dispositif militaire imaginé par Magimel et par ses camarades. Et ensuite, bon, malheureusement, ça m'a un peu déçu, mais en même temps je comprends pourquoi Baudry fait ça, mais ensuite on passe vraiment dans une mécanique d'ellipse, où en fait on suit plus trop la réalité de ce qui est en train de se passer dans la bataille, c'est plus il y a des tanks qui arrivent et on se fait un peu tirer dessus, mais le tout début de la bataille est vraiment très inspiré, je trouve. Mais moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un des quelques moments où je trouve qu'il se détache, enfin à la fois, c'est vraiment, il gagne sur les deux tableaux, parce que à la fois il y a effectivement ce côté stratégique, et ensuite il y a une espèce de dimension vraiment symbolique qui prend le relais, notamment ce moment où on voit des sortes de dessins qui sont faits sur les murs, des espèces de tranchées un peu, je sais pas comment appeler ça, mais des bunkers qu'ils ont et tout, comme si d'un coup on voyait aussi un peu l'aura de ce qui était en train de se jouer, presque en marche, quoi. Et d'ailleurs c'est très bizarre, parce qu'il y a un moment où on voit De Gaulle qui dit pourvu qu'ils ne se rendent pas, et je trouve que c'est très compliqué que le film se pose pas la question de est-ce que le personnage a raison ou tort à ce moment-là, quoi. Mais ce qui se joue, c'est en gros ils se battent pour l'idée de Gaulle, quoi. Oui, c'est une idée de la France. C'est ça. Et là, je trouve que le film prend un peu gagne en ampleur vraiment esthétique, visuelle, plastique, avec le décor du désert, la nuit, la lumière dans la nuit et tout. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui décolle un peu enfin de la réalité presque plan-plan du reste du film, qui d'ailleurs fonctionne un peu. Tu parlais de Nolan, mais je me rappelle que quand on avait vu Oppenheimer, on regrettait le côté ruban d'image, pas vraiment de scène, et le film a un peu ça, quoi. Il y a plein de moments où c'est un peu expédié, on voit 2-3 répliques, on passe à autre chose, on voit des gens qui marchent incessamment dans les couloirs de Downing Street. Il y a beaucoup de plans, en plus de gens qui marchent dans la rue, où c'est vraiment juste un personnage traverse dans la rue, fin du plan. C'est ça, une espèce de je sais pas comment dire, mais de mouvement perpétuel pour garder l'attention du spectateur, quoi, sûr, qui est un peu regrettable. Et puis je dirais quand même, bon là même c'est un peu tapé sous la ceinture, mais que la bataille finale, c'est un des quelques moments qui techniquement tient bien la route, quoi. C'est que je trouve quand même que, j'exagère, mais que pour un film de cette ampleur, et surtout et là pour le coup c'est pas qu'une question de production, mais qui prétend à une reconstitution historique, c'est un standard que le film s'impose lui-même esthétiquement, je veux dire, il y a plein de moments qui font un peu cheap, quoi. Il y a des effets spéciaux il y a des moments d'effets spéciaux qui sont vraiment chauds. Le passage nocturne dans l'Arc de Triomphe, ça c'est très très laid, inacceptable. Mais en plus, ce qui est très étrange, c'est que le tout début de cette séquence est acceptable. C'est le moment où il est à côté de la tombe déjà comment ça s'appelle, du soldat inconnu. Et ensuite, il se permet un plan large derrière. Ensuite, il aurait pu couper au montage, quoi. Vraiment, il y a des plans qui est vraiment le plan abominable. En fait, où ça il fait est tout vraiment, seul. Et évidemment qu'ils n'ont pas pu faire cette séquence en vrai, donc ils ont dû la faire en VFX. Mais dans ce cas-là, cadre de façon un peu cachée, je pense. Et le film pue le fond vert et un peu les bouts de ficelle à plein de moments, quoi. Il y a un crash d'avion de Gaulle. C'est vraiment ces deux plans depuis l'intérieur du cockpit, c'est tout cheap. Ensuite, il sort et on voit des éléphants et tout. Enfin, ça pue le fond vert, vraiment. On croit pas une seconde qu'il soit en Afrique, quoi. Les éléphants. Et même je trouve en termes sonores, si notre ami est encore dans le chat, mais il y a des moments qui puent la post-synchro, où on sent qu'ils ont fait redire des répliques pour être sûr qu'on comprenait bien l'histoire, ou qu'ils ont rajouté des répliques de figurants pour expliquer des trucs, mais c'est pas du tout organique dans la scène, notamment... Surtout en termes de niveau, je trouve. Ouais. En fait, tu sens que c'est des explications qui ont été rajoutées. Notamment, il y a une scène un peu de manifestation populaire autour de l'Arc de Triomphe, où ils se baladent avec 2 cannes à pêche, et on appelle ça des Gaules, donc ça fait 2 Gaules, et c'est vraiment... Ah, qu'est-ce que c'est ça ? 2 Gaules, 2 cannes à pêche. Et tu sens vraiment que c'est des trucs rajoutés comme ça. Je sais pas, il y a une espèce de... Enfin, je trouve que ça pue la fabrication, en fait, ce film. Et sur l'animation, je trouve ça assez incroyable. C'est très bien usé. Sur les scènes de bataille, effectivement, il y a des moments qui brillent assez à ce moment-là. 86 minutes. Ouais. Et alors que je trouve que le film fait un peu...
entre quatre murs, quoi. À part la bataille finale, il y a un peu un truc où tous les extérieurs, ça pue le fond vert, et sinon le reste, ils sont dans des bureaux à parler. Tous les extérieurs, t'es quand même dur, parce qu'il y a quand même pas mal de passages, je pense notamment en Algérie française, tous ces passages où ça a quand même l'air d'être sur place. Mais disons que, je sais pas, quand ils se baladent dans les rues de Londres et tout, moi j'y crois pas une seconde. Non, à Londres, c'est pas possible, ouais. Et en même temps, les synchro, il y a dû en avoir, et quand elles ne marchent pas, elles s'entendent. Encore et en plus, il y a un truc un peu où je trouve que le film ne choisit pas quel sillon esthétique il veut creuser, quoi. En fait, il se borne à un truc un peu neutre, voilà, reconstitution vraiment très, très académique, dont je trouve qu'il n'a pas les moyens, alors qu'il y a des moments plus bizarres, mais qui auraient du sens dans un autre film. Je pense au moment où il y a un bombardement à Londres et De Gaulle traverse les rues la nuit, qui est un moment qui, je trouve là, dans le film, ne fonctionne pas du tout. Enfin, c'est très cheap, on sent qu'il n'y a pas de budget pour montrer la destruction. On entend des cris, mais on voit d'ailleurs l'extrait dans la bande-annonce, mais enfin, tout est plongé dans une obscurité qui n'a aucun sens. Enfin, ça fait un peu cache-misère, alors que ça aurait eu du sens dans un film qui vraiment investit une dimension un peu iconographique, quoi. Où, je sais pas, on s'inspire du grain de certaines photographies d'époque, un peu en sépia ou très contrastées. Il aurait pu avoir vraiment un truc un peu de vieille photo comme ça, usée, intéressant, mais que là, du coup, devient complètement hors de propos dans ce film-là, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un sujet un peu qui nous reste à traiter. Les barbares. Non, c'est pas ça que j'ai... mais en effet, on peut en parler après. C'est que, mine de rien, avec ce qu'on a dit sur De Gaulle au début, sur le personnage, on a pas mal expliqué qu'il était un peu présenté comme monolithique, sûr de lui, il va dans cette direction, on n'étudie pas un petit peu ses doutes, ses questionnements, mais le film a une façon de traiter la question qui est quand même de le rendre un peu gauche. Il y a un côté humoristique. Il y a une sorte de côté un peu... pas burlesque, mais en tout cas un peu décalé, qui en fait un personnage qui est en permanence en décalage avec son environnement, et qui est pas traité comme le génie dont on parlait, mais justement le mec un peu fou, un peu étrange, etc. C'est le fou du bus en plus. C'est le fou du Panzer. Le fou du bus, ouais. C'est ça. Et donc, ce qui est une proposition assez intéressante. Moi, j'aime bien cette idée de se dire, peut-être qu'en fait, sur le moment, donc c'était un peu, tout le monde le voyait un peu comme un fou. Effectivement, ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas, par exemple, le filmer un peu comme tel, quoi. Par exemple, je pense au moment où, face à Churchill, il va casser une chaise d'énervement. Le personnage, à ce moment-là, donc commet une sorte de geste violent, burlesquement ridicule. C'est ça un peu. Mais en fait, la caméra à ce moment-là se met en contre-plongée à côté de la chaise pour accentuer la violence du truc. Et par exemple, j'aurais adoré une sorte de plan large où c'est un peu nul. C'est genre en mode il pète sa chaise, il est pas content. C'est ça, Charles. un côté caprice un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, je regrette que le film n'ait pas essayé d'explorer cette joue De Gaulle, cette phase-là. Jacques Tati, c'est vrai qu'il aurait joué un bon De Gaulle. Mais sur cette scène-là, là, je trouvais vraiment qu'on sentait les limites du film, parce que donc il y a ce plan sur la chaise qui se casse, qui est un peu ridicule, et ensuite un plan de réaction d'une secrétaire. Oui. Et ça, je trouve ça... Enfin, pour moi, c'est un peu un aveu d'échec, la manière dont le film n'arrive pas, et c'est vrai pour ses figures principales, mais aussi pour les autres, à faire exister des personnages en tant que tels, quoi. Des gens qui, je sais pas, qui ont un plan ou un petit élément qui fait que on les identifie comme une personne et pas juste comme une figure historique ou un figurant, quoi. Et là, cette secrétaire, enfin, je sais pas, on l'a jamais vue de tout le film, elle aura pas droit à la parole, à exister et tout. Et je pensais, parce que j'y pense finalement en permanence, mais à... C'est ton Empire romain, un peu. C'est mon Empire romain, à Zero Dark Thirty, pendant le film, qui est un film comme ça, pareil, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'événements, sur une période, un peu sur tous les fronts, mais qui a un sens du détail pour caractériser un personnage qui est imbattable, quoi. Je sais pas, je pense à un moment, il y a un responsable de la CIA qu'on voit pendant 2 scènes, mais la scène où on arrive, il est en train de faire la prière musulmane. Hyper étonnant, détail hyper caractéristique comme ça, qui fait que tout de suite, c'est un personnage et pas un fonctionnaire parmi d'autres, quoi, qui existe. Ou il y a un moment génial vraiment dans Zero Dark Thirty où... Bon, je vais très vite parce que peu importe, c'est pas important, mais où le personnage principal, Jessica Chastain, s'engueule avec un de ses responsables, qui est joué par Kyle Chandler, et elle lui hurle dessus, vraiment, vous ne comprenez rien à ce qui se passe sur le terrain, et elle s'en va, et lui rentre dans une réunion juste après, et ensuite la scène se termine, mais on a le temps d'apercevoir que quand il rentre dans une réunion, tout le monde le salue, quoi. Et du coup, on se dit, ça remet tout de suite en perspective l'échange qu'on vient d'avoir, on comprend à quel endroit de la chaîne de commandement tout se joue, le fait qu'elle lui ait hurlé dessus, alors que
c'est pas du tout le rapport de force qui aurait dû exister entre eux. Et par des petits détails comme ça, il y a une espèce d'organicité du monde aussi, c'est-à-dire comment les gens se parlent en fonction de leur rang, qu'est-ce qui motive leurs échanges. Là, il y a un côté, je sais pas, très téléguidé par l'histoire. Après, ne soyons pas quand même trop vilains. Ça existe dans le film. Je pense par exemple à la séquence où son remplaçant français, nouvellement désigné, pas mal, ça. va le rencontrer. De Gaulle descend d'un avion, il l'attend en face. Il y a une espèce de battle de regard. Exactement, de duel de regard où c'est au premier qui va se mettre au rapport pour l'autre, pour instiguer quel est celui en dessous. Et même si ce gars en face, on le reverra jamais, tout est raconté dans ce petit duel, dans ce petit échange, dans son geste final. Non, ça, c'est pas mal, ouais. Il y a des idées comme ça, un peu de caractérisation. Et moi, notamment, je trouve que j'aime beaucoup, en même temps, l'acteur Ed, le personnage de Magimel. Ouais. Je trouve qu'en fait, lui, il fait vraiment... c'est vraiment un personnage, on sent... Il y a un côté un peu truculent qui fait aussi que... Oui, il y a un côté truculent, sincère, en même temps motivé par une sorte de raison... Et en même temps, sincèrement inquiet pour les gens autour de lui. Tout est raconté, mais avec très peu de choses. Juste, je pense que, encore une fois, le fait que j'adore Magimel est un peu un biais, mais que dans cette séquence-là de bataille, il arrive à incarner tout ça et son rapport aux gens qui sont autour de lui. Alors que De Gaulle, précisément, on ne sait jamais vraiment s'il est vraiment... s'il tient à ses... Oui, c'est ça, ouais. à ses camarades, quoi. Et mention, pour continuer sur les acteurs... au personnage joué par Karim Leclou, Blasège. Très étrange décision. Parce que donc, c'est un acteur français qui a eu un César il y a 1 ou 2 ans. Et il faut que le public croit le fait qu'il ne sache pas parler français. Ouais. C'est vraiment fou. Enfin, c'est-à-dire que... il joue un immigré d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Est en Angleterre. Exactement. Qui devient le secrétaire de Gaulle, un peu comme ça, sur un coup de tête. Et j'imagine que le réalisateur a dû se dire... c'est pas forcément un acteur encore hyper reconnu et tout, mais je me dis, mais tu prends des acteurs reconnus, c'est fou, quoi. Tu mets Jean Dujardin et tu essayes de faire croire qu'il parle pas français. Je veux bien que c'est un peu marrant, parce que Karim Leclou a un côté un peu goofy. Il est un peu marrant, mais en fait, ça te casse totalement ta projection dans la séquence. Et moi, je pense aussi au personnage de Kassovitz, qui a quand même un personnage assez important, qui est Darlan, c'est ça qui s'appelle, dans le film, qui en gros est l'amiral qui commande la flotte française et qui se retrouve au moment de la capitulation dans une sorte de position un peu intermédiaire où, puisque la flotte n'a pas subi de défaite, il en a quand même un peu encore le contrôle et il n'est pas obligé de se ranger du côté de Vichy, mais finalement il va le faire progressivement et de plus en plus. Et franchement, c'est un personnage qui doit avoir 2 répliques dans le film, quoi. Et qu'on voit, il y a des moments où je trouve que la désinvolture du film, c'est vraiment mauvais, mais il y a un moment où, je sais pas si c'est le moment où il décide d'aller à Dakar ou s'il y a une victoire en Afrique, et il y a un plan sur Darlan qui est dans un bureau, il y a une carte au fond, il est comme ça, il a l'air pensif, il se retourne, il fait 3 pas vers la carte, fin de la scène. Et tu te dis, mais... vraiment, fais un effort, je sais pas, trouve un truc, fais un plan ou donne-lui de la chair un peu à jouer, quoi, parce que là, ça pourrait être un personnage intéressant, un peu ambivalent, parce qu'il finit par collaborer, bien sûr, mais il y va un peu pas de gaieté de cœur. On sent que sa loyauté est plus du côté de la flotte en tant que telle, et pas vraiment. Et en fait, il est vraiment perdu, quoi, ce personnage. C'est vrai que c'est dommage, parce que d'autant plus, je pense que la trajectoire que prend le film vis-à-vis de lui est quand même géniale. D'imaginer donc cette sorte de double chemin croisé entre lui et De Gaulle, De Gaulle et le 3e personnage qui est le jeune résistant qui va avoir un rapport avec Darlan à la fin du film. Et en fait, c'est presque un mec, un petit Parisien près, qu'en fait ce gars devenait le De Gaulle un peu à la place de Gaulle et en fait empêcher potentiellement tout à fait la France de prendre la direction qu'elle a pris aujourd'hui, et qu'en fait tout se joue à des micro-événements. Et pour autant, en fait, ça aurait été beaucoup plus intéressant si, comme tu le dis, on s'était un peu plus attardé sur le personnage, si on avait un peu plus... je sais pas si c'est l'empathie qu'il nous fallait, mais en tout cas presque... comprendre un peu plus à l'intérieur. Parce que je comprends qu'il y a une sorte de dynamique aussi de rejet intégral des collaborateurs. Mais c'est peut-être là que ça aurait été bien qu'Antonin Baudry emprunte un tout petit peu de Giannoli. Un tout petit peu. N'y va pas à 100%, parce que 100% c'est trop. Mais aussi parce que
la posture de Gaulle, elle est intéressante par contraste, quoi. C'est-à-dire, lui, il a vraiment il suit une piste. Les deux ont un code moral à eux. C'est ça, deux, exactement. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, celui de Gaulle aurait pu ne pas être le bon, quoi. C'est-à-dire une espèce de refus. Alors là, je vais pas rentrer dans un truc. Il aurait dû se compromettre un peu. Non, mais disons qu'il a un côté tellement rigoriste dans son idée de la France qu'il y a des moments où on se dit, mais il prend trop de risques, il pourrait faire un faux pas, quoi. Et donc c'est intéressant d'avoir Darlan qui est la version dark de ce personnage, quoi. Et que en plus il y a ce fameux événement du bombardement par les Britanniques d'une partie de la flotte française en Algérie. Hyper intéressant comme moment pour caractériser le personnage. Il ne s'en sert évidemment pas. Et je pensais aussi en revoyant la bande-annonce au début du film où le personnage donc, de Fernand qui va devenir ce jeune résistant écoute la radio et prend des notes un peu sur le front, dessine les endroits où les nazis font des percées et tout. Et je trouvais que c'était une idée assez intéressante de faire un peu alors il n'est pas enfant, mais en tout cas d'un adolescent, d'un jeune, presque le point d'ancrage du récit, quoi. Comme si c'était, on voyait De Gaulle par quelqu'un un jeune qui l'a inspiré, quoi. Et en plus c'est intéressant parce que Baudry a travaillé dans le monde de la bande dessinée avant sur Quai d'Orsay, c'est ça le nom de la BD, je crois. Et donc il y a cette idée que finalement c'est un peu presque le dessinateur, en tout cas celui qui griffonne sur son carnet, qui se fait une représentation du monde par lequel on va voir celui qui est dans un coin Gaulle, et qui regarde un peu comme une mouche sur le mur, quoi. Et faire de lui un peu le biographe de Gaulle dans le film aurait pu être, je pense, hyper intéressant, quoi. Mais c'est pas du tout investi, encore une fois, par cette espèce de neutralité académique assez pauvre qui domine tout le reste, quoi. Mais la question finalement, c'est est-ce que ça aurait été plus intéressant d'assumer une sorte de point de vue hyper centré sur le personnage de Gaulle pour pouvoir davantage épouser sa plutôt que faire un film choral, tu veux dire, plutôt que de faire un film choral un peu plus large, etc. Ou est-ce qu'il se serait empêtré dans un match du Kremlin bis avec une tartine de voix off en tout cas, moi, je trouve que la même proposition, mais juste avec la voix off en plus, quoi. Je trouve que le côté choral en l'état marche pas du tout. Quelqu'un parlait là du flirt entre Fernand et le personnage de Anna-Maria Bartholomei, et qui sont vraiment, je sais pas, un peu les pauvres, quoi. Ils sont balancés par le film avec rien à défendre, quoi. Il y a une suite, donc le personnage de Bartholomei va, a priori, d'après les images qu'on voit dans les trailers, avoir un rôle plus important plus tard, mais là, tel quel, c'est un peu catastrophique, quoi. On sent que le film n'arrive pas du tout le, je sais pas, ce sens, j'ai envie de dire, un peu américain de faire exister un personnage tout de suite par quelques détails un peu bien sentis, un truc de pure mise en scène classique, en fait. Quand le personnage arrive, tu sais qui c'est, et là il a pas du tout ça, quoi. Il a un truc un peu pseudo-romanesque, narratif mou qui arrive pas trop à prendre, qui fait que le côté choral marche pas trop, quoi. Nils Schneider, franchement, mais heureusement qu'il est un peu connu, parce que sinon surtout heureusement qu'il dit je vais m'appeler Général Leclerc, sinon mais de toute façon je pense qu'il va potentiellement aussi avoir un plus gros rôle dans la deuxième partie, bien sûr, parce que là pour le moment il est très absent de quoi que ce soit, mais j'ai peur que la deuxième partie en fait soit vraiment une sorte de continuité vraiment similaire et identique au premier volet, là où j'ai quand même envie de... Enfin, toi, tu défonces le film, moi, je le rattrape quand même sur quelques points. Et notamment sur les questions d'incarnation. Je trouve que, à part Churchill, qui est vraiment cabotin de fou, toi, tu l'aimes bien? En fait, ça va, mais précisément parce que... Ça te caractérise un peu, ça lui donne c'est ça, je trouve qu'il y a un personnage, quoi. Il y a un peu pâteau, un peu grossier. Pour moi, c'est vraiment, en plus, encore une fois, une sorte de cliché de Churchill, quoi. Oui, complètement, de ce qu'on s'en imagine. Mais je trouve que toutes les incarnations sont très intéressantes, et notamment dans cette sorte de... elles vont dans le même sens que cette sorte de droiture de Gaulle, c'est-à-dire que tous, ils incarnent comme ça, même dans leur jeu, ils ont jamais de doute, ils ne jouent jamais une sorte de questionnement intérieur, de positionnement, ils sont vraiment toujours sûrs de ce qu'ils font, ils ont une direction... je pense que Baudry les a dirigés un peu comme ça, dans une sorte de précision du jeu, de se dire... en permanence, tu sais où tu vas, quoi. Et en même temps, je trouve qu'on n'a jamais le côté, je sais pas, le côté un peu beau, un peu hoxien de la personne qui sait exactement quelle est sa place dans la machine, qui vient et qui a son moment, tu vois, qui fait le bon truc au bon moment, et du coup, ça lui donne une espèce de puissance comme ça. Je sais pas, je pense typiquement à
une bonne question, mais que le film n'arrive pas trop à mettre en scène sur est-ce qu'ils peuvent tuer des Français vichistes pour avancer, quoi. Notamment à un moment où Lee Schneider hésite à tuer 2 sentinelles et on lui dit en gros c'est un interdit de tuer des... C'est intéressant, mais je trouve que le personnage a pas trop... En fait, il est tellement peu défini que ce dilemme est un peu tué dans l'œuf, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'autant plus que... en fait, à choisir, on aurait pu se dire, ok, on essaye de pas caractériser le personnage de Gaulle, mais on essaie de caractériser tous les gens autour de lui pour essayer de le saisir par un ensemble de regards et une collection un peu comme ça de personnages qu'on connaît moins, en plus, évidemment. Je repensais en voyant Kassovitz dans le film à... je disais qu'il avait pas assez de répliques, mais là, c'est pour troller un peu, mais dans Le Chant du Loup, qui est quand même plutôt un film que j'avais bien aimé, il y a un moment qui m'était resté en tête, pas à son crédit, avec le Kassovitz qui a une réplique hilarante où il engueule Reda Kateb et Omar Sy, je crois, qui sont dans son bureau juste après la scène d'intro, et toute sa tirade est structurée autour d'une énumération à base de citron. Tu te rappelles pas ? En gros, ils ont fait genre 3 erreurs importantes et Kassovitz illustre ça par des citrons. Et il dit, la scène commence par, il fait, bon, 3 citrons. Premier citron, vous avez fait telle erreur. Deuxième citron, en plus, vous avez fait ça. Et troisième citron... Bah, c'est pas la faute de Kassovitz, pour le coup. Non, c'est pas la faute de Kassovitz du tout. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. C'est la faute de Baudry, dialoguiste, quoi. Mais ça m'avait fait beaucoup rire, quoi. De dire, bon, peut-être c'est pas plus mal qu'il ait pas plus de répliques, parce que est-ce que ça aurait été des bonnes répliques, quoi. Bref. Bon, bah on a un peu fait le tour, j'ai l'impression. Pour moi. Est-ce que tu as marre la deuxième partie ? Bah, pourquoi faire ce film aujourd'hui, nous demande Benoît. Et c'est une bonne question. Ouais. Après, c'est pas que... encore une fois, il y a eu d'autres films sur De Gaulle qui ont été faits. Je pense notamment à un film, en 2020 ou 2018 avec Lambert Wilson. Ouais. Donc, mais au-delà de ça, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il y a à Cannes cette année soit des films méta, soit des films sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que bon, celui-là, il était pas en compétition officielle, mais il était en film je sais plus. Première, je pense quelque chose comme ça. Donc à côté de Moulin, Notre Salut. Potentiellement un 4e film que j'oublie. Il y avait Les Rayons et les Ombres qui était déjà sorti, mais qui était récent aussi. Ouais, tout à fait. Mais donc oui, évidemment, c'est parce que hors compète et première. Ok. Donc oui, c'est un moment où la France, elle est en pleine crise à la fois politique et historique, parce que évidemment beaucoup de gens essayent de s'emparer d'une forme de récit national et de roman national et de s'inscrire dans une continuité ou de se désinscrire d'une continuité. Et la meilleure façon de faire ça, généralement, c'est d'aller dans les pas des grands hommes. Et évidemment, aujourd'hui, la question du gaullisme et de la résistance et une certaine vision de la droite plus traditionnelle qui n'aurait jamais laissé l'extrême droite reprendre du pouvoir, ou en tout cas comme ça. Forcément, c'est un héritage... pâté a envoyé le pâté. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, s'inscrire dans un héritage. Et donc, tout le monde s'intéresse à ces personnages-là. Tout le monde a envie de savoir. Et donc, les producteurs, j'imagine, se disent banco, c'est le moment pour faire un film là-dessus. En tout cas, pour celui-ci. Pour les autres, je pense que ça vient plus d'intention autoriste. Mais pour celui-ci, c'est vraiment, je pense, un film de prod. Ouais, là, il y a un truc un peu... Oui, c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'il s'inscrit plus dans... la suite de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires, genre on refait les classiques, que dans un truc d'air du temps en mode il faut parler de ça maintenant parce que il y a une urgence, quoi. Genre Les Rayons et les Ombres c'est ça, voilà, même si on beaucoup plus dans un truc d'air du temps, parce que le cinéaste voulait se poser la question de la collaboration, de la présence de l'extrême droite en France, quitte à reprendre quelques termes, etc. Là, le film le fait très peu